31 ans, fait une expérience de mort imminente. Je me retrouve avec une méningite, mon fils est né à 3 ans. Ma mère me laisse en situation de non-assistance à personne en danger. Je rentre chez moi avec un syndrome très difficile avec un petit de 3 ans. Et là, ma mère fait un pocket call. Je décroche, elle est en train de parler avec quelqu'un et elle est en train de lui expliquer que j'ai fait exprès d'avoir une méningite pour pas m'occuper de mon fils. On peut simuler un mal de ventre, on peut pas simuler une méningite. Quand on laisse mourir sa fille alors qu'on a un petit-fils et qu'en plus on raconte qu'elle a simulé, le niveau de haine n'est pas réglé. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. C'était prévu. Tu es psychologue clinicienne, oui. Psychothérapeute, directrice de collection chez Albin Michel, voilà. Autrice. Donc beaucoup d'activités sur plein de sujets. Première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors moi, ça fait très longtemps, depuis l'âge de 11 ans en fait, que je veux être psychologue et psychothérapeute et je voulais pas être psychiatre parce que je voulais vraiment être dans une relation avec la personne totale et soigner l'être et l'esprit avec les mots et ne pas en fait devoir me préoccuper des médicaments. Donc quand j'accompagne quelqu'un qui va pas bien et qui a besoin de médicaments, je le fais suivre en parallèle par un psychiatre qui est spécialiste de la pharmacopée. Et moi, je m'occupe pas de ça. Et cet accompagnement de l'être, en fait, de la personne dans sa globalité qui peut-être à un moment de sa vie va vivre une maladie psychique, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis très jeune, pour des raisons familiales évidentes. Voilà. Et puis à côté, j'avais un deuxième rêve professionnel qui était l'écriture. Donc j'ai commencé très tôt à écrire des nouvelles, etc. Et puis j'ai publié ensuite mon premier livre de psychologie en 2015, me semble-t-il. Et à partir de là, ça s'est enchaîné, en fait. Donc, j'en ai écrit 5, dont 2 best-sellers qui sont traduits dans des langues étrangères. Et cette année, j'ai pris la direction d'une collection chez Albin Michel. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est effectivement tes livres, et 2 de tes livres, plus particulièrement. Se libérer de ce moi toxique et l'antimère. Pour parler du premier, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce premier livre? Alors, en fait, j'avais écrit un livre qui s'appelait Se délester du poids du passé, qui est ressorti en poche très récemment. Et à la suite de ce livre, j'ai été contactée par un éditeur de chez Larousse qui m'a dit « Mais il faudrait que vous écriviez un livre sur pourquoi on est son propre ennemi, pourquoi souvent on se sabote soi-même, pourquoi on est finalement son pire ennemi. » Et je me suis dit que ce mot que j'ai forgé, ce moi toxique, permettrait de faire comprendre aux gens un peu les concepts, notamment de la psychologie jungienne, c'est-à-dire l'idée qu'on a tous une ombre, on a tous une partie de nous qui agit à notre insu, et tant que cette partie de notre inconscient n'est pas éclairée, évidemment, elle nous joue des tours, évidemment, elle nous remet dans les mêmes scénarios, évidemment, elle nous fait répéter les mêmes situations alors qu'on sait très bien qu'on n'en veut pas. Et donc, j'avais envie de m'adresser notamment aux gens qui ne lisent pas et notamment aux hommes qui lisent moins de psychologie que les femmes. Donc, j'ai fait un livre qu'on peut vraiment prendre dans n'importe quel sens, par n'importe quel bout, avec des petites vignettes cliniques qui illustrent le propos. Et puis, des extraits, en fait, de séances qui permettent aux gens de comprendre comment j'aide les patients à dialoguer avec eux-mêmes. Parce que moi, ma vision de mon métier, c'est vraiment qu'on ne doit pas rendre les patients dépendants du psy. On doit donner aux patients les outils pour qu'il apprenne ensuite à dialoguer avec lui-même. Alors, pendant un certain temps, il a besoin du psy, notamment quand il y a des traumas. On a besoin d'être étayé, d'être contenu par quelqu'un de bienveillant. Mais ensuite, le livre, il a aussi pour objectif de donner des clés aux gens pour les aider à démêler eux-mêmes les situations, à voir les pièges que leur inconscient peut leur tendre, les schémas familiaux, les parts d'ombre qui nous agissent. Il y a beaucoup de confusion chez les personnes, souvent, entre le métier de psychologue et celui de psychiatre. Oui. Est-ce que tu peux préciser la différence? Oui, bien sûr. Alors, en fait, le psychiatre, il a fait médecine. Il est diplômé de médecine avec une spécialisation en psychiatrie. Donc, il apprend les classifications des maladies mentales. Il apprend quelles molécules agissent sur quels symptômes psychiatriques. Il a la possibilité de faire hospitaliser des patients. Donc, il est médecin. Il n'est pas psychologue, il n'est pas habilité à faire des bilans de personnalité, il n'est pas habilité à évaluer la personnalité. Donc, par exemple, dans les tribunaux, on a souvent besoin d'un psychiatre et d'un psychologue parce qu'on va aborder les choses un peu différemment et de manière complémentaire. Le psychologue, il a fait un master 2 de psychologie, en fait, avec des stages, avec un mémoire-thèse de fin d'études. Donc, c'est des études qui durent 5 ans en France, qui durent 8 ans, c'est-à-dire l'équivalent d'un doctorat aux États-Unis.
Et ça nous permet d'évaluer la personnalité, si on complète avec des formations à certains types de psychothérapie, d'accompagner les gens en psychothérapie. Voilà, donc moi je suis psychologue, j'ai fait aussi un DU de neuropsychologie parce que je m'intéresse beaucoup aux neurosciences et que je voulais vraiment avoir l'approche à la fois scientifique et plus psychodynamique en fait. Et voilà, donc voilà la différence entre le psychiatre et le psychologue. Après, psychanalyste, psychothérapeute, tout ça ce sont des thérapies, des types de thérapies qui sont menées. Depuis 2010 en France, il y a un décret qui exige que les personnes qui mènent des psychothérapies soient ou diplômées de psychologie ou diplômées de psychiatrie. Pourquoi ? Parce qu'il commençait à y avoir pas mal de phénomènes de dérive, de gens qui s'autoproclamaient thérapeutes alors qu'en fait, ils n'avaient pas étudié ni les troubles de la personnalité, ni les maladies mentales, évidemment avec des risques énormes après de mal accompagner des gens, de ne pas avoir un risque chez quelqu'un de décompensation et que du coup, les personnes aillent plus mal après le suivi. Pour revenir sur le moi toxique et ton livre, au travers de tes expériences cliniques et personnelles, si aujourd'hui tu devais le définir, de quelle manière tu le définirais, le moi toxique ? Le moi toxique, c'est cette partie de nous qui est un précipité de nos blessures, de nos schémas familiaux pas conscientisés, de nos traumatismes, parfois des non-dits, des regards inappropriés qu'on a pu percevoir quand on construisait notre identité dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc tous ces schémas, ces émotions qu'on n'a pas conscientisées, ces rôles, ces masques, ces mécanismes de défense qui finalement nous desservent autant qu'ils nous rendent service, si ce n'est plus, c'est un peu tout ça, le moi toxique. Et la thérapie a pour objectif de braquer un peu le projecteur pour aller trier un petit peu ce qu'on garde et ce qu'on garde pas de ces parties sédimentées de notre personnalité. Je dis toujours que la psychothérapie, c'est une archéologie des zones cachées de soi. Voilà, on va regarder ce qui est caché, ce qui est derrière les apparences. Et en mettant un peu de conscience, finalement, on redevient beaucoup plus maître de sa vie. Et puis aussi, on prend beaucoup moins personnellement ce que les autres projettent sur nous, puisque ce qu'ils projettent, ça parle de leur moi, toxique ou pas, mais ça parle d'eux, avant de parler de nous. Est-ce que l'on pourrait dire qu'on a plusieurs parties en nous ? Oui. Et que le moi toxique serait une de ces parties ? Oui, je crois que c'est important de pouvoir se représenter de manière non pathologique, on ne parle pas de personnalité dissociée ou fragmentée, qu'à l'intérieur de nous, il y a différentes parties. Ces parties, elles peuvent être en conflit, que le conflit, finalement, il n'est pas toujours avec les gens à l'extérieur, on le joue avec les gens à l'extérieur, mais c'est parfois parce qu'à l'intérieur de nous, on n'est pas d'accord, on n'est pas aligné. Pouvoir faire dialoguer ces différentes parties, je le fais beaucoup, par exemple, avec les personnes qui ont des addictions. Je les oblige un petit peu à personnifier la partie qui veut s'en sortir et la partie qui ne veut pas s'en sortir, et à les faire se parler, en fait. Et la personne qui veut s'en sortir exprime sa colère, la partie de la personnalité qui ne veut pas s'en sortir exprime ses peurs. Et en fait, à force de faire dialoguer ces parties de nous qui ne sont pas d'accord, la petite fille qui attend la validation de papa, l'adulte qui veut s'affirmer, on se libère de pas mal de choses, en fait. Et on arrive beaucoup plus à réagir, ce qu'on dit en analyse transactionnelle, à être dans son adulte ici et maintenant, et pas dans l'enfant ou dans le parent critique. J'aime bien ces notions d'analyse transactionnelle, même si je n'ai pas de spécialité en analyse transactionnelle, je trouve ça très parlant. Et dans cette idée de négociation, est-ce qu'on peut le dire comme ça, des parties, finalement, est-ce que l'idée, c'est d'arriver à une intention commune pour chacune des parties ? C'est d'arriver à résoudre le conflit psychique, en fait, cette tension qu'il peut y avoir entre ton idéal du moi et puis ton ça qui veut être dans le plaisir immédiat, et d'arriver à s'accorder et à poser une décision qui est juste pour toi, même si elle n'est pas forcément comprise par les autres. Tu vois, je te prends un exemple, un étudiant qui comprend pas pourquoi il tombe malade pendant l'année de ses concours à répétition, puis qui va se rendre compte qu'en fait, il somatise parce qu'il essaye d'avoir Polytechnique ou Centrale pour faire plaisir à ce que ses parents attendent de lui socialement. Mais en fait, au fond, lui, il est en train de mettre de côté un rêve parce qu'il veut être, je sais pas moi, chercheur en histoire. Et donc, il n'est pas d'accord. Et il somatise ce « je suis pas d'accord ». Donc, il sabote ses concours en s'autorisant pas à dire soit je change de voie, soit je passe les concours, je valide ce truc, je me débarrasse du truc et après, je refais une formation. Mais quand tu arrives à conscientiser, tu vas pouvoir poser en fait un acte qui est éclairé et qui est juste pour toi. Et particulièrement quand on est jeune, c'est très dur de résister à la dépendance au regard des autres et à la validation du groupe. Donc la psychothérapie, elle aide aussi à assumer sa singularité parce que je dis toujours que pour rester aligné, parfois, il faut assumer de ne pas être dans la norme. Tu parles de psychothérapie et de somatisation. Oui. Est-ce que la somatisation, c'est un des moyens
d'identifier que je suis en relation peut-être avec mon moi toxique? Ah oui, mais tu sais, moi j'adore cet auteur Joyce McDougall qui parle de théâtre du jeu et qui dit que le corps, en fait, c'est le théâtre de notre identité, de nos émotions, et le corps est très souvent la porte d'entrée en psychothérapie. Moi, mes patients qui sont douloureux chroniques, je leur demande de me dire en fait de quoi parle leur douleur à cet instant. Et moi, j'ai vécu j'ai traversé des épreuves de santé assez importantes, et vraiment, j'ai fait l'expérience que dialoguer avec la partie malade, dialoguer avec la douleur, demander à mes migraines ce qu'elles étaient en train de me dire, de quoi elles me parlaient, ça faisait baisser significativement en fait le seuil de douleur avant même de prendre des antalgiques. Donc c'est doublement intéressant de laisser le corps nous dire. Le corps, il sait en fait. Le corps, il a toujours une longueur d'avance sur le mental. Le mental, il résiste, il veut pas parce qu'il a peur de ce qu'il va trouver. Mais ton corps, en fait, il te dit tout. Tu parles de mentalisation, donc effectivement, cette capacité peut-être à être en observation de ses pensées, et notamment de celles qui nous préoccupent. Mais comment tu fais le lien avec le corps? De quelle manière les personnes peuvent faire le lien avec le corps et la somatisation? Je crois que si tu rentres dans ta somatisation et que tu lui demandes, tu te demandes ce que ton mal de gorge est en train de te dire, ce que ta tendinite est en train de te dire, ce que ta polyarthrite rhumatoïde est en train de te dire, les personnes, elles le sentent très très vite. C'est juste que elles s'autorisent pas. Et moi, je suis là pour leur permettre de dire, mes patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, quand je commence à leur dire mais c'est quoi en fait cette inflammation, ce feu, c'est quoi? C'est de la colère qui brûle en fait. En général, elles pleurent et ça les apaise de pouvoir pleurer parce qu'elles arrêtent de contenir, de prendre sur elles, de serrer les dents, et elles disent bah oui, en fait je suis hyper en colère parce que j'ai vécu des abus sexuels quand j'étais petite et que j'ai jamais pu en parler, parce que ceci, parce que cela. Et donc le corps nous conduit à l'émotion et l'émotion nous conduit à la blessure, et donc on peut commencer à poser des mots MOTS sur les mots MAUX en fait. Donc c'est être à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses émotions. Tu parlais de la colère. J'indique souvent moi, aux personnes que j'accompagne que la peur, par exemple, est une émotion qui est omniprésente dans notre quotidien parce qu'elle nous permet en fait d'être en alerte. Elle nous permet aussi de progresser. Est-ce que tu pourrais rajouter quelque chose sur la peur, qui est une émotion qui fait peur justement à beaucoup de personnes? Je crois que les émotions font peur, surtout en Occident. On veut être beaucoup dans la rationalité, etc., etc. Et où finalement, du coup, les choses deviennent souvent hyper émotionnelles parce que tout ce qu'on refoule nous revient en boomerang dans la figure. Que ce soit la peur, que ce soit la colère aussi, culturellement, ça peut être très mal vu, en fait. Moi, je pense que nos émotions, à partir du moment où on passe des reptiles aux mammifères, arrivent les émotions, le cortex limbique. C'est-à-dire que la survie de l'espèce dépend de la capacité à avoir des émotions, avant la capacité d'abstraction et de raisonnement du cortex supérieur. Donc, en tant que mammifère, en fait, si tu vois des patients cérébrolésés qui n'ont plus d'expression émotionnelle parce qu'ils sont abîmés au niveau du système limbique, tu vois qu'ils sont complètement handicapés dans la vie. Ils ne peuvent pas prendre de décision. L'émotion, c'est ce qui colore la situation et qui t'indique si la situation elle est bonne ou mauvaise pour toi. Donc c'est la peur qui fait que bah oui, tu vas t'arrêter quand tu vois un camion qui arrive. C'est la colère qui va faire que tu vas t'interroger sur mais est-ce que c'est ok que je reste dans cette situation alors que répétitivement on me demande des choses qui sont pas justes. Donc ton émotion elle est pas bonne ou mauvaise, c'est un outil de réflexion. Après tu vas mettre de la conscience. Tu vas dire qu'est-ce que je fais de cette colère? Est-ce que ma colère qui est en train quand même de m'indiquer que je vis quelque chose qui n'est pas ok pour moi, est-ce que je m'affirme? Est-ce que je fuis? Après, tu décides de la stratégie que tu adoptes. Mais en fait, ton émotion, elle est neutre. Elle est juste une coloration de la situation. Voilà, elle est colorée par la joie, elle est colorée par la colère, elle est colorée par la surprise. Une fois que tu expliques aux gens que c'est juste un outil, ils ont déjà moins peur. Ils arrêtent de se juger. Parce que très souvent, on confond le ressenti et l'action. Mais moi, je dis toujours à mes patients, vous pouvez être coupable d'une action, mais vous ne pouvez jamais être coupable d'un sentiment ou d'une émotion. Vous ne les choisissez pas, elles s'imposent à vous, en fait. Qu'est-ce que vous en faites? Ça, oui, c'est votre libre arbitre. Mais l'émotion, vous l'accueillez, elle s'assoit, elle vous dit ce qu'elle a à vous dire, et puis après, vous faites vos choix. Ce mot toxique, à partir de quand il commence à se structurer? Tout petit, parce qu'en fait, le bébé, il va lire ou pas dans les yeux de ses parents
que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il a une valeur inestimable, et c'est cet amour qu'il capte ou qu'il ne capte pas, parce que ses parents ne sont pas aimants, parce que ses parents sont en deuil, pour X raisons, qui vont sédimenter à l'intérieur de lui des doutes sur sa valeur, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon. Donc, en fait, ça se met très tôt en place. Et j'insiste dans le livre sur le fait que le regard que posent aussi les membres de notre fratrie, et pas seulement nos parents, joue un rôle très important. Moi, je sais que je suis la petite dernière et que pendant très longtemps, le regard de mes 3 grands frères, pour moi, c'était la validation suprême. Et donc, une énorme souffrance de ne pas susciter leur intérêt. Aujourd'hui, où je suis adulte, je vois bien qu'on est égaux et je suis sortie de cette idée que c'était des demi-dieux. Mais donc l'enfant est dans une idéalisation de ces figures d'attachement. Donc évidemment que toute parole ou tout regard inapproprié peut mettre en lui une croyance qu'il n'est pas valable, en fait. Tu viens de parler des liens d'attachement, enfin des figures d'attachement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce sujet pour que les gens comprennent bien, en fait, de quoi on parle? C'est quoi aujourd'hui les liens d'attachement, et de quelle manière on pourrait faire des liens justement avec les blessures, notamment les blessures non résolues? Ouais, tu sais, moi j'aime bien Winnicott, c'est un pédiatre anglais et psychanalyste qui décrit très bien le lien entre le bébé et sa mère et qui montre comment, à travers les soins du corps, à travers le fait de contenir le bébé, de le porter, de le bercer de manière tendre et pas de manière technique et froide, l'enfant va constituer en fait une base intérieure de sécurité fondamentale, ou pas. Et donc, on a tous un type d'attachement. Pour un certain nombre d'entre nous, cet attachement, Dieu soit loué, est sécure. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut être critiqué dans ce que l'on fait, mais que l'amour inconditionnel, c'est quelque chose dont on a fait l'expérience. On a fait l'expérience d'être tout dans les yeux de notre mère quand on était bébé. Et cette sécurité cellulaire fondamentale, elle nous donne un appui intérieur pour affronter les rejets de la vie, les difficultés, les épreuves, etc. Et puis, beaucoup d'entre nous avons eu à travailler sur un type d'attachement qui n'était pas sécure, donc un attachement anxieux. On a tout le temps besoin d'être rassuré par l'autre. Ça crée d'énormes difficultés dans les couples. Un attachement évitant, c'est-à-dire, oulala, on m'aime, mais moi, je ne mérite pas d'être aimé. Donc, s'il m'aime, c'est qu'il y a un problème et puis il va découvrir l'imposture. Donc, je fuis la personne qui m'aime. Donc, je me remets évidemment dans des relations toxiques. Voilà, donc il y a différents types d'attachement. En fait, c'est parti, cette théorie de l'attachement qui a été développée par John Bowlby, est partie aussi d'observations en éthologie, en regardant comment les petits animaux se comportaient quand la figure maternelle disparaissait. Et Mary Ainsworth a développé ce qu'on appelle la strange situation, c'est-à-dire qu'elle a observé des bébés avec la mère qui rentre dans la pièce, la mère qui sort, la mère qui est là mais qui est indifférente, comment le bébé réagit à ses stress, aux retrouvailles, à la perte, etc., etc. Et donc ils ont conceptualisé l'attachement sécure, l'attachement ambivalent, l'attachement évitant et l'attachement anxieux. Et c'est assez facile de trouver des textes là-dessus, assez simples et assez accessibles sur Internet. Donc ça peut donner des outils aux gens qui nous écoutent d'aller regarder là-dedans. J'indique d'ailleurs le livre de Johanna Mikou et de Gwenaëlle Percieux, qui sont 2 collègues que j'aime beaucoup, qui travaillent sur les traumatismes et qui ont sorti un livre récemment chez Erol sur les liens d'attachement, comment construire un lien d'attachement sécure ou réparer un lien d'attachement pas sécure. Donc l'idée me vient de parler de ce livre parce qu'il est incroyablement bien fait. En plus, il est illustré, donc vous pouvez facilement le passer des gens qui ne sont pas experts en psychologie. Une personne me demandait hier soir, lors d'un webinaire, qui a 2 enfants, 10 ans et 12 ans, de quelle manière justement elle pouvait réparer ces liens d'attachement dont elle vient de prendre conscience qu'ils n'ont pas peut-être été bien développés dans le cadre de l'éducation qu'elle a proposée à ses enfants. Alors d'abord, c'est important qu'elle fasse le point avec elle-même sur ce qu'elle regrette de ne pas avoir transmis, et certainement elle a l'impression d'être passée à côté de certaines choses en raison de sa propre éducation, où elle a cru bien faire en répétant des schémas, et puis en fait elle s'aperçoit que la nourriture affective n'était pas forcément ajustée. Je pense qu'à 10 et 12 ans, des enfants sont tout à fait à même de comprendre la remise en question d'un parent, et que le premier pas pour réparer un enfant d'une blessure, c'est de lui dire « je te demande pardon ». Je n'avais pas d'intention de te faire du mal, parce que cette femme, elle a commis des maladresses, mais elle n'est pas perverse. Donc c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Je n'avais absolument pas l'intention de te faire du mal. Je me rends compte que je suis peut-être passée à côté de mon but. J'aurais voulu plus te rassurer, et j'ai pas fait exactement comme moi j'aurais voulu si j'avais été libre de mes schémas familiaux. Donc je te demande pardon.
Et j'espère que la confiance entre nous n'est pas gâchée. Et parler à son enfant et rassurer son enfant sur le fait que quoi qu'il lui arrive, il a la possibilité de venir parler à sa mère parce qu'il rentre dans l'adolescence. Et à l'adolescence, ce qui est important, c'est pas que nos enfants nous disent tout parce qu'il faut qu'ils aient un jardin secret, mais c'est qu'il faut qu'ils soient convaincus qu'ils peuvent tout nous dire pour que quel que soit le problème qu'ils rencontrent au collège, dans la sexualité quand elle arrivera, dans le travail, dans la confrontation au monde extérieur, à la violence ou à la drogue, ils soient en capacité de venir nous dire « Maman, j'ai un problème ». Voilà. S'ils sont en capacité de dire « Papa, j'ai un problème, maman, j'ai un problème », on peut les aider. S'ils ne le disent pas, ils vont s'enfermer dans leurs problèmes. Donc vraiment leur dire « Tu as le droit de me cacher des choses, mais quand tu as une difficulté, viens m'en parler, je ne te punirai jamais. » en fait. Et c'est vraiment important parce que moi, le premier réflexe que j'avais quand j'avais un problème dans ma famille, c'était de surtout pas en parler à mes parents parce que je savais que j'allais me créer un deuxième problème en fait. Et là, on se sent très, très seul et on est quand même à risque à l'adolescence, dans ces cas-là, d'aller faire des conneries. Parce qu'on se sent vachement abandonné, en fait. Dans le cadre de l'éducation, donc on peut grandir dans un environnement qui va être toxique, des parents toxiques. À ton avis, à partir de quel âge un enfant commence à conscientiser qu'il est peut-être dans un environnement toxique ? Alors, en fait, un enfant peut se rendre compte extrêmement tôt que l'environnement dysfonctionne. Mais il va pas se dire que l'environnement est toxique. C'est-à-dire que comme il a besoin de sa figure d'attachement et que sa survie dépend de son papa ou de sa maman et qu'il a besoin de leur amour, et de sa maman, il est très lucide sur le fait peut-être qu'il y a un truc qui va pas, ce qui va le mettre en hyper-vigilance. Oh là là, faut pas que je dise ça parce que ça déclenche des colères, faut pas, voilà, attention, oh là là, papa et maman commencent à se disputer, il va y avoir des coups qui vont pleuvoir. Hein. Donc il voit que ça dysfonctionne. Mais il ne va jamais accuser son parent avant très tard, parce qu'il ne peut pas se le permettre. Il est trop dépendant de son parent, en fait. Donc, ce n'est qu'à partir de la tardive adolescence, de l'adolescence dans les meilleurs cas, qu'il va commencer à désidéaliser la figure parentale, à pouvoir dire, ils ont quand même des défauts, il y a quand même des trucs qu'ils ont foirés. Et plus l'enfant est dans un environnement pervers, et plus il est sous emprise, et plus il mettra du temps à le désidéaliser, et plus l'environnement est certes maladroit, mais sain, plus il pourra s'autoriser à dire non mais là il raconte n'importe quoi donc j'en tiens pas compte et je prends le bon de ce que mon père ou ma mère a à m'offrir. Voilà. Mais moi je sais que j'ai repéré que ça fonctionnait pas du tout à la maison à 3-4 ans. D'accord. Très tôt. Tu te souviens de cette période ? Ah oui, je me souviens très bien. Dans l'antimère, c'est mon premier souvenir quand j'ai 3 ans. J'ai compris que ça dysfonctionnait vers 3-4 ans et j'ai compris que ma mère véritablement me haïssait et voulait mon malheur et voulait même ma mort. Complètement, je suis complètement sortie du déni à 30 ans. Il y a eu des étapes. D'accord. J'avais coupé les ponts avec elle vers 18-19 ans pour sauver ma peau, mais je sentais confusément que ça me donnait envie de mourir, d'être à côté d'elle, mais j'arrivais pas à mettre le mot jalousie sur son attitude. Donc le déni, on en sort progressivement, parce qu'en fait, y a des vérités qui nous tuent quand on les affronte d'un coup. Donc le cerveau est bien fait, tu sors progressivement de ton déni. Tout le monde n'arrive pas à sortir de ce déni. Je l'ai constaté encore le week-end dernier dans une formation avec des personnes qui avaient 50 ans et plus et qui me disaient, en fait, je n'attends rien de mes parents parce que je crois qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne comprendront jamais ce qu'ils m'ont fait subir. Pour ces personnes, de quelle manière elles vont arriver à se libérer de ça ? Déjà, alors, elle dit qu'elle n'attend plus rien parce qu'elle est dans une protection par rapport à ses traumas et qu'elle ne veut plus être déçue, donc elle s'est fait une carapace. Je ne suis pas sûre qu'émotionnellement, ce soit vrai qu'elle n'attende plus rien. Et ce n'est pas du tout la même chose quand c'est une protection et quand on est complètement guéri et qu'on n'attend plus rien, effectivement. Je crois que pendant très longtemps, un enfant a tendance à attendre des personnes qui lui ont fait du mal qu'elles le réparent. Et un jour, on comprend que c'est pas c'est pas l'environnement qui vous a rendu malade qui va vous guérir. Mais c'est difficile parce que c'est un attachement viscéral extrêmement profond, avec des loyautés et une culpabilité énorme pour l'enfant. Et c'est toujours l'enfant qui a été sacrifié dans une famille qui va se sentir le plus coupable de prendre ses distances. Parce que il se dit que s'il arrivait à sauver la famille, il serait aimable à ses propres yeux et aux yeux de ses parents. Donc je crois que le déni, il saute chez certains enfants quand ils peuvent comprendre que
c'est pas que les parents ne peuvent pas comprendre, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre. J'en parlais d'ailleurs très récemment avec une patiente qui a malheureusement un cancer alors qu'elle a 6 enfants et sa mère refuse de lui donner un peu d'aide. Et elle essaye de se faire comprendre. Et en fait, je lui dis, mais vous vous épuisez. Vous êtes en train de prendre vos dernières forces dont vous avez besoin pour guérir de votre maladie et vous reposer pour être en paix psychiquement. À essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'a pas envie de comprendre. Je sais que ça vous fait mal, mais en fait, si une mère n'est pas capable de comprendre que ses 6 petits-enfants ont besoin d'elle en tant que grand-mère et que sa fille a besoin d'elle en tant que mère, elle n'est pas récupérable et vous serez libre quand vous comprendrez qu'il faut lâcher ce combat pour aller vers le combat qui est le vôtre, c'est-à-dire votre santé et vos petits à vous qui ont besoin d'une maman qui va bien. Mais c'est vrai que c'est super difficile d'admettre... Moi, j'ai vraiment mis du temps à admettre qu'il y avait une perversité chez ma mère et qu'il y avait une intention de nuire et que c'était pas juste de la maladresse ou un manque de connaissances en psychologie. Ça, c'est le pas le plus dur, en fait, de se dire la personne qui m'a donné la vie me veut du mal et je dois affronter ce truc-là. Ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est pour ça que beaucoup de gens restent sous emprise, trouvent des excuses, mais du coup, à 52 ans, ils comprennent pas pourquoi. Ils sont en dépression avec plein de problèmes de santé parce qu'ils continuent d'aller tous les ans à Noël se faire humilier en famille, quoi. Donc, est-ce que tu considères que quand on veut, on peut? Je parle à des parents qui veulent pas reconnaître ou qui peuvent pas reconnaître les torts. En fait, oui, d'accord, ok. Parce que elle est un peu à double tranchant, cette phrase. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis pas une extrémiste du volontarisme. Je pense qu'il y a des... Non, quelqu'un qui est en dépression, on peut pas lui dire quand on veut, on peut. Il est en dépression, il est malade et il peut pas se lever le matin. Et malheureusement, c'est plus fort que lui. C'est comme dire à une anorexique, si tu veux, tu peux manger. Ben non, tant que la maladie la pilote, elle peut pas. Mais en revanche, en tant que parent, enfin, moi j'ai 3 enfants et je dirais que c'est même mes enfants qui, quelque part, m'ont donné la rage suffisante pour finir de sortir du déni parce que je voulais pas qu'ils aient une maman en miettes, je voulais pas qu'ils aient une maman abîmée, je voulais pas qu'ils aient une maman qui perd son énergie à essayer de convaincre des gens malsains. Donc, je crois aussi que tes enfants sont la meilleure opportunité, la meilleure raison, la meilleure motivation pour te décentrer, faire le pas de côté, sortir de ton égocentrisme, sortir de ta zone de confort. Donc oui, je crois que des parents qui persévèrent à pas se remettre en question, bah, ils sont complètement responsables de pas le faire. Ils sont pas responsables de la transmission de la souffrance dans la lignée. Leurs parents ont souffert, leurs parents ont eu des traumas de guerre qui n'ont pas été pris en charge. En revanche, ils sont responsables de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je décide de transmettre. Et je crois qu'on est un peu la première génération de parents qui se posent la question de qu'est-ce que je transmets et qu'est-ce que je veux pas transmettre, qu'est-ce que je veux pas leur refiler. La génération de mes parents, ils se posaient pas du tout cette question-là. Donc, la psyché collective, elle progresse. Mais il y a encore du boulot. Tu as fait référence à ta maman et à ton autre ouvrage, à l'Intimère. Tu m'avais indiqué, quand on avait préparé ce podcast, que ta maman n'avait pas été toxique avec toi, mais maltraitante. Oui, parce que je crois qu'il y a en fait, il y a un peu de flou autour du terme toxique. J'ai envie de te dire, on a tous des moments où on est toxique dans notre vie, quand on va pas bien, quand on est soumis à des stress très intenses, quand on est poussé dans nos retranchements dans le couple et qu'on a peur de perdre l'autre, on se met à faire de la manipulation émotionnelle à 2 balles. On a tous des moments où on peut être toxique. Ça fait pas de nous des gens pervers, ça fait pas de nous des gens structurellement malsains. En revanche, les parents qui sont maltraitants, les parents pervers, les familles à inceste, les familles où c'est l'humiliation qui fonctionne comme méthode éducative, oui, là, c'est de la maltraitance. Cet ouvrage, l'Intimère, est arrivé après Se libérer de ce moi toxique. De quelle manière tu as fait le lien entre ces 2 ouvrages, si il y a un lien? Mais en fait, j'ai une amie qui travaillait dans l'édition et qui m'a dit « Mais tu sais, tu devrais vraiment écrire sur la relation mère-fille parce que qui mieux que toi, qui est psychologue et qui l'a vécu de l'intérieur, peut parler de ces liens qui sont parfois tellement douloureux et voilà, parler de ce sujet, mais faut pas faire un essai théorique, faut que tu fasses un témoignage. » Et j'avais très peur, je me sentais très impressionnée. Donc j'ai commencé à écrire et puis j'ai posé le manuscrit pendant plusieurs années. Et finalement, quand j'attendais mes jumeaux, je me suis dit il faut que je lâche ce truc-là parce que si j'ai pas fini de l'écrire avant qu'ils naissent, je le finirai pas. Et mes enfants, mes fils ont le droit d'avoir une maman qui est nettoyée, qui a éclairé en fait son propre passé. Et quelque part, voilà, je vais nettoyer la lignée parce que moi je crois
qu'il n'y a pas de temps dans l'inconscient et qu'on nettoie pour les générations d'après, mais en réalité, on nettoie, ça remonte. C'est-à-dire qu'on libère aussi de traumas familiaux en travaillant à notre étage. Donc j'ai fini de l'écrire pendant la grossesse pendant que j'attendais mes jumeaux. Et comme c'est un témoignage, ça a été un récit qui a été très long et très difficile à écrire. Parce que d'abord, j'avais des amnésies traumatiques. Donc le fait d'écrire me reconfrontait à des parties très douloureuses. Et puis tout d'un coup, j'avais un souvenir qui revenait. Mais je dis toujours que ce livre, je ne l'ai pas écrit contre. C'est pas un réquisitoire. Sinon, ma mère, je pouvais porter plainte contre elle. J'avais les éléments pour porter plainte contre elle. C'est vraiment un livre pour dire aux femmes qui ont vécu... cette relation de haine avec leur génitrice, de jalousie, de persécution, qu'elles peuvent s'aimer, qu'elles peuvent faire la paix avec elles-mêmes, qu'elles peuvent même un jour, ça paraît incroyable ce que je veux dire, mais même un jour elles peuvent pardonner. Moi, ma mère, je ne la vois plus, évidemment, puisqu'elle ne change pas. Donc je ne vais pas faire de la compulsion de répétition et aller chercher de la maltraitance. Mais je suis en paix et je lui ai pardonné, je lui souhaite pas de mal en fait. Pour moi, c'est son échec. Ça ne me concerne plus. Je ne suis pas cette mère-là avec mes fils. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est son problème. Ça m'a coûté 25 ans de thérapie, mais c'est plus mon problème. Donc voilà, je l'ai écrit pour dire aux femmes qui ont vécu ce truc-là, vous n'êtes pas folles. Des génitrices jalouses de leurs filles, il y en a. La haine du féminin colportée par des mères qui se détestent et qui du coup prennent leurs filles comme souffre-douleur, ça existe et c'est un sujet qui est tabou. Parce qu'en fait, si tu regardes la littérature psychologique, on avait plein de choses sur les pères pervers, on avait plein de choses sur l'emprise, mais on n'avait rien depuis Folcoche en fait, on n'avait rien depuis Vipère au Point sur l'idée qu'une mère puisse détester son enfant, et dans mon cas, spécifiquement le féminin, puisqu'elle voit sa fille comme une rivale en fait. Comment définir précisément ce qu'est l'antimère et quels signes peuvent nous révéler qu'on a en face de nous peut-être une mère ou un père maltraitant? L'antimère, en fait, la mère pour moi, c'est celle qui donne la vie et qui nourrit le cœur de l'enfant, qui permet à son âme de s'inscrire dans son corps et d'unifier en fait. La mère, elle unit ses enfants entre eux, elle protège le foyer. La fonction maternelle, c'est cette fonction d'enveloppe psychique et corporelle. Et donc l'antimère, c'est quelqu'un qui divise pour régner, qui monte les enfants les uns contre les autres, qui fait du chantage, qui manipule, qui isole, qui humilie. Voilà, c'est une mère qui en fait se nourrit de son enfant au lieu de nourrir son enfant. Ma mère se nourrissait de moi narcissiquement, donc j'étais tour à tour son thérapeute, son soleil, etc. Et puis Satan, le démon, une garce parce que j'étais rentrée 2 minutes en retard, j'avais pas enlevé les cheveux dans le lavabo avant de partir à l'école. Et donc, c'est des mères qui vous font vivre des injonctions paradoxales, les antimères. Vous n'avez pas le droit de réussir, vous n'avez pas le droit de rater, vous n'avez pas le droit d'être belle, mais vous n'avez pas le droit d'être moche. Et donc, l'enfant, il devient dingue parce qu'il est dans une mission impossible permanente, en fait. Au niveau psychologique, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? De quelle manière tu as évolué? Et à quel moment, quand tu as pris conscience de ça au travers de la thérapie que tu as suivie, tu as pu te dire « ça y est, là, je viens de comprendre, et ça y est, là, je suis définitivement sortie de cette emprise ». En fait, il y a eu vraiment plusieurs paliers. Je sais que j'ai franchi la porte d'un cabinet de psychologue à 17 ans parce que je voulais devenir psychologue et je savais qu'il fallait travailler sur soi pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Et je savais que je vivais des trucs pas normaux du tout avec ma mère, mais j'avais pas mis le mot de maltraitance dessus. Et ma première psychologue m'a dit « Marie-Estelle, vous vivez de la maltraitance ». Et sur le coup, je l'ai presque envoyée balader. Je lui ai dit « Mais vous avez rien compris à l'amour que ma mère a pour moi ». Et donc j'avais tous les mots d'un enfant qui est sous emprise, qui est dans une secte ou qui a un parent même incestueux. Ma mère, c'était personne ne peut comprendre l'amour qu'il y a entre nous. C'était sa manière à elle de me garder et de me couper des hommes de la famille. Donc il y a eu ce premier moment. Je pense évidemment que la rencontre à l'époque avec mon premier petit copain, qui en fait est devenu aussi mon mari et le père de mon fils aîné, a été importante parce que j'ai eu une comparaison avec une famille où il y avait une mère qui aimait. Donc là, ça a été une claque d'une violence. En fait, ça a été terrible parce que ça m'a posé sur une vérité. Ça m'a fait mortellement mal. J'ai plongé dans une anorexie terrible qui n'a pas duré très longtemps parce que j'ai aussi
grâce à l'amour de mon petit copain et ma passion de la psychologie, voulu m'en sortir pour pouvoir travailler, avoir des enfants, etc. Mais la prise de conscience a été extrêmement violente. Et puis après, la dernière... alors, il y a eu plein d'épisodes, je les raconte dans le livre, quand ma mère va annuler dans mon dos ma robe de fiançailles, quand elle s'apprête à faire un discours haineux, épouvantable à mon mariage, et puis en fait, je sais pas ce qui se passe, mais elle ne fait pas le discours, parce que peut-être mon ange gardien ou un de mes frères intervient. Et puis, il y a eu ce moment de ma méningite, quand j'ai 31 ans, où je fais une expérience de mort imminente. Je me retrouve avec une méningite. Mon fils est né à 3 ans. Et ma mère n'appelle pas le SAMU. Alors que la nounou lui a demandé de venir parce qu'elle ne peut pas me laisser comme ça toute la nuit. Et ma mère me laisse en situation de non-assistance à personne en danger. Et puis, je suis hospitalisée. Et quand je sors de l'hôpital Georges Pompidou, je rentre chez moi avec un syndrome post-ponction qui fait que j'ai d'énormes migraines et que j'ai du mal à tenir debout parce que je tombe en avant. Donc c'est très difficile avec un petit de 3 ans. Et là, ma mère fait un acte manqué incroyable où vraiment j'ai cette image qu'elle me jette les clés de la prison pour que je puisse m'en aller à son insu en fait. Elle fait un pocket call, tu vois, un appel de poche. Je décroche. Je suis en train de jouer au Playmobil avec mon fils. Je décroche. En fait, elle répond pas. Elle est en train de parler avec quelqu'un, je sais qui d'ailleurs, et elle est en train de lui expliquer que j'ai fait exprès d'avoir une méningite pour pas m'occuper de mon fils. Alors, on peut simuler un mal de ventre, on peut pas simuler une méningite. Et là, j'ai un arrêt sur image et je me dis, ok, donc c'est pas récupérable, parce que quand on laisse mourir sa fille alors qu'on a un petit-fils et qu'en plus on raconte qu'elle a simulé, le niveau de haine n'est pas récupérable. Donc moi, j'ai 7 enfants là qui jouent au Playmobil, que j'aime plus que tout. Okay. Donc maintenant, je mets tout sur lui. Voilà, c'est pour lui que je vais me reconstruire. Elle, je crois que ça va pas être possible. Va falloir qu'elle se réincarne plusieurs fois pour y arriver, parce que là, elle a pas pigé le truc. Donc voilà. Et en fait, ça a été vraiment la sortie définitive du déni. Où j'ai eu une espèce de redémarrage à zéro de plein de choses dans ma vie et je n'ai après ça finalement plus jamais douté de moi. Ça m'a posé sur la réalité que mes perceptions étaient justes et que j'étais pas folle, que c'était pas moi qui exagérais en fait. Tu as indiqué tout à l'heure de la même manière qu'elle t'avait coupé ou qu'elle essayait de te couper de la relation avec les autres hommes de la famille, ton père, tes frères. De quelle manière eux, ils vivaient cette situation? De quelle manière ils l'appréhendaient? Ils la comprenaient en fait? C'est très délicat et dans le livre, je fais très attention à peu parler. Enfin, je décris mes frères à travers le regard d'enfant que je pose sur eux et la manière dont je cherche leur affection. Mais je peux vraiment pas parler. En fait, ce serait incorrect de parler à leur place. Ils l'ont tous vécu différemment, avec des niveaux de conscience différents. Pour l'un d'entre eux, un refus de conscience pour pas du tout sortir de son confort psychique. Et mon père ne mettait pas du tout le mot de perversion. Quand ma mère m'a quasiment rasé la tête, il m'expliquait qu'elle était stressée, que c'était sa manière à elle de montrer son affection. Donc la notion de perversion, c'est quelque chose, la notion d'emprise, c'est quelque chose que mon père ne comprend pas, sur lequel il ne s'est pas documenté, il n'a pas consulté, donc il n'a pas fait le travail en fait. Aujourd'hui, il refuse qu'elle nous divise, c'est-à-dire qu'il prend à cœur son rôle de père et de grand-père, mais parce que la fin de sa vie approche aussi, donc il se rend compte qu'il est passé à côté de quelque chose, il est passé quand même à côté de 30 ans de relation avec sa seule fille. Je pense qu'il le vit avec une immense douleur. Donc moi, j'ai pardonné à mon père sa lâcheté, j'ai des bons rapports avec lui, c'est quelqu'un que j'aime très tendrement, sans aucune illusion sur ses capacités. Je sais qu'il n'est pas, il n'est pas en capacité d'affronter la vérité. Tu sais, je crois que la force morale de quelqu'un s'évalue à la quantité de vérité qu'il est capable d'affronter. Et malheureusement, je crois que sur ce coup-là, j'en ai eu plus que lui. Voilà. Mais je l'aime tendrement quand même, mais je ne me fais pas d'illusions. Tu parles souvent de l'importance de briser le silence autour des violences psychologiques. Quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui aujourd'hui vivent ces états
et qui se sentent seules, en fait, dans ce qu'elles vivent aujourd'hui? D'abord, j'ai envie de leur dire qu'elles ne sont pas folles et qu'elles ne sont pas seules et que ce qu'elles perçoivent, elles le perçoivent et c'est réel et c'est pas sorti de leur imagination. Mais aussi que l'enfant dans une famille dysfonctionnelle qui perçoit et qui identifie le problème sera considéré comme le problème. Donc, j'ai des patientes qui se font traiter de folles, d'autres sur qui on dit qu'elle est dans une secte pour pas accepter qu'elle a véritablement été victime d'inceste. Donc, celui qui nomme le problème dans une famille qui fonctionne bien va ouvrir une discussion. Celui qui nomme le problème dans une famille qui dysfonctionne de manière systémique va être nommé comme l'emmerdeur, le fou, le problème, le dépressif, le malade. Et d'ailleurs, il y a des pauvres gamins qui se retrouvent sous médicaments, alors qu'en fait, c'est la famille qui devrait soigner et que le pauvre gamin n'a pas besoin de médicaments, il est juste dans un environnement qui le rend malade, en fait. C'est pour ça que c'est important aussi de faire vraiment la différence, quand on est psychiatre ou psychologue, entre des états traumatiques et des maladies mentales. Parce qu'un enfant qui est très traumatisé, très très abîmé, très dissocié de lui-même, il peut avoir des symptômes d'allure autistique ou psychotique pour se protéger, mais il n'est pas du tout autiste ou psychotique, en fait. Et donc, on ne peut pas traiter le trauma comme une maladie mentale. Ce n'est pas du tout les mêmes ressorts, en fait. J'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé de dissociation. Et tu parles souvent de cet état que tu as toi-même vécu pendant des années. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu plus cet état pour les personnes qui nous écoutent et qu'elles comprennent bien, en fait, de quelle manière ça fonctionne? Ouais, en fait, notre cerveau, il est vraiment hyper intelligent. C'est-à-dire qu'il est outillé pour faire face au stress. Il est outillé pour faire face à la difficulté, toutes sortes de difficultés, le froid, la fatigue, l'effort intellectuel, l'effort physique, etc. Mais il a une fenêtre de tolérance. Voilà. Et quand tu passes des examens, a priori, tu es stressé dans ta fenêtre de tolérance, tu dors un peu moins bien, tu es un peu plus irritable, mais tu es aussi très mobilisé, tu te concentres, tu passes les examens, et puis après, tu pars en vacances, et ton état d'homéostasie revient, tu retrouves ton état normal d'équilibre. Quand tu es face à un choc qui te sort de ta fenêtre de tolérance, une prise d'otage, un viol, un trauma complexe dans une famille maltraitante à répétition, le confinement, notamment pour les plus jeunes et pour les handicapés, pour les personnes âgées qui n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait, ton cerveau ne peut plus gérer la dose de stress. Il est trop important. Donc, par exemple, une femme qui se fait agresser dans la rue et qui se fait violer, elle va se dissocier. C'est-à-dire que pour que les hormones de stress ne déclenchent pas un AVC, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une crise cardiaque de peur, le cerveau va fabriquer des hormones anesthésiantes, il va fabriquer sa propre drogue, et tu vas être un peu comme sous morphine, tu vas être complètement dans une sorte de sidération, et c'est ce que disent les victimes de viol, tout d'un coup, j'ai vu la scène, mais je ne pouvais plus bouger. Donc là, en fait, le cerveau protège la personne, mais elle la coupe aussi de ses capacités à se défendre. Et cet état de dissociation, pendant le Covid, on l'a beaucoup appelé la résilience, chez des enfants qui étaient apathiques, atones, qui ne souriaient plus, qui ne parlaient plus, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient un masque toute la journée. On a dit non, mais à cet âge-là, ils vont très bien s'en remettre. Et puis en fait, ils déclenchent des dépressions, ils déclenchent des phobies scolaires. Parce que de manière répétée, on a stressé la satisfaction des besoins. Et du coup, ils sont sortis de leur fenêtre de tolérance. Et donc, ils se sont mis en léthargie, ils se sont mis un peu comme au congélateur, tu vois. Donc, ils n'ont plus d'expression émotionnelle, etc. Le problème de la dissociation, c'est que ça te protège sur le moment. Moi, ça me protégeait d'être un petit robot, d'être un bon petit soldat qui ne ressentait jamais la peine et qui était jamais triste. Sauf que ça te coupe aussi de tes ressources, de la colère, ça peut te couper de l'empathie et ça peut te couper des émotions positives. Donc un parent qui reste dissocié, si j'étais restée dissociée, je serais une mère dissociée, donc je serais incapable de m'ajuster aux besoins affectifs de mes enfants. Alors que par la thérapie, tu sors la personne de la dissociation, tu la reconnectes avec ses émotions. Donc, oui, elle va pleurer, elle va se mettre en colère, elle va se sentir mal. Mais le fait qu'elle réaccède à son monde intérieur, on va remettre en marche l'appareil à sentir et l'appareil à penser. Et si tu peux dire, voilà ce qu'on m'a fait, voilà ce que ça m'a fait, voilà ce que j'en pense et voilà ce que j'en fais, et ben t'es décidéré, t'es sorti du trauma. Et donc, c'est ça la démarche thérapeutique et c'est l'intérêt pour stopper la souffrance familiale et ne pas la transmettre à la génération suivante.
Parce que sinon, on peut être dissocié de père en fils. Tu as parlé des jeunes, des adolescents, de la période Covid. Et on voit aujourd'hui la post-Covid, ce qui se passe. Donc tu parles souvent, bien évidemment, de ces sujets. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur ce qui s'est passé pendant cette période ? Le manque de prise de conscience, peut-être, par rapport à ce qui était vécu. Et pour amener ça, ce qu'on a eu hier comme nouvelle, ce jeune étudiant qui a poignardé une personne parce qu'elle souhaitait vérifier en fait de façon aléatoire ce qu'il y avait dans son sac. Voilà. Alors, en fait, moi, j'ai alerté dès février 2021, même l'hiver, le début de l'hiver en 2020, sur le fait qu'on allait avoir une vague pédopsychiatrique considérable. J'étais pas la seule. Beaucoup de pédiatres et beaucoup de pédopsychiatres ont dit les enfants ne sont pas... les mesures ne sont pas adaptées à des enfants. On ne peut pas confiner des enfants avec des parents potentiellement alcooliques, violents, priver les enfants d'interaction sociale. C'est pas possible de les enfermer de la sorte à un âge où ils ont besoin de se construire dans leur relation à l'autre. Et donc, évidemment, on a eu une vague de suicides, de dépression, de crises d'angoisse, de troubles phobiques, d'hypocondrie absolument inédite en pédopsychiatrie. On avait des enfants entre 7 et 11 ans qui tentaient de se défenestrer à Robert Debré. Donc, c'était absolument délirant. Et moi, quand je disais, mais vous savez, on a 299% d'augmentation des idées suicidaires et des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans, on me disait, mais non, vous êtes une alarmiste, ils vont s'en remettre, ça va, c'est pas si compliqué que ça, ils peuvent faire un effort. Donc une banalisation totale avec une méconnaissance de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur en neurosciences, en pédiatrie, en psychologie, sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Le cerveau n'est mature qu'à 24 ans, donc évidemment est arrivé ce qui devait arriver, et aujourd'hui la santé mentale est une cause nationale. On me dit ah bah oui, vous aviez raison de tirer la sonnette d'alarme, mais à l'époque on n'entendait pas, puisqu'on a une vision qui est algorithmique et statistique de la santé. Donc tant que t'as pas les chiffres de quelque chose, cette réalité n'existe pas. Sauf qu'une fois que t'as les chiffres, le mal est fait. Et c'est pas ceux qui sont morts, et ceux qui sont anorexiques sont toujours anorexiques, et c'est compliqué de récupérer les situations qui se sont fracassées. Donc voilà, donc c'était évident qu'on aurait des jeunes hyper déprimés d'une part, hyper violents d'autre part, et la barbarie qui surgit comme ça chez des enfants si jeunes, chez des ados si jeunes. On a vu le cas hier, on a vu la mort d'Elias, Louise. En fait, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait un drame. Je crois qu'en 3 mois, il y a eu 357 conseils de discipline dans des établissements pour port de couteau dans l'enceinte de l'école. Donc des gamins de 8 ans qui arrivent avec des couteaux de 20 cm. Des choses qui sont inédites et qui nous disent à quel point notre société, je pense, passe à côté de la bonne définition de ce qu'est un être humain et de ses besoins, qui sont d'abord des besoins d'attachement et des besoins de véritables liens affectifs. Donc ensuite, on va se raconter que c'est la faute des écrans, c'est la faute des parents, on se repasse le bébé. Mais je crois que globalement, notre société doit faire un pas de côté et se demander si on offre des modèles et des exemples inspirants qui aident les enfants à se mettre debout et à se sentir capables de faire des choses créatives, constructrices, ou est-ce que finalement on ne leur laisse la possibilité que d'aller expulser leur destructivité de manière très mortifère. Et il y a un facteur qui joue beaucoup là-dedans, on le voit bien en consultation, c'est que la baisse du niveau de langage, la baisse de l'instruction, fait qu'au moment où, à l'adolescence, où tu es capable physiquement de passer à l'acte ton agressivité, c'est le moment où tu as le plus besoin d'avoir des espaces pour sublimer. D'aller faire du sport, d'aller t'épuiser au basket, de lire, de savoir penser et mettre des mots, de faire de l'humour, de faire de l'autodérision avec tes angoisses. Si t'as pas tout ça, parce que t'es pas instruit, t'es pas encadré, t'es pas accompagné, tes angoisses et tes pulsions de destruction qui sont présentes chez tout être humain, tu vas les agir, et il y a de plus en plus de passages à l'acte parce qu'on leur offre de moins en moins de cadres, en fait, et qu'ils sont livrés à eux-mêmes avec des jeux vidéo où ils regardent des décapitations et des écrans qui les coupent complètement, qui les dissocient complètement de leur corps. Donc ces états de dissociation, qui sont des états dans lesquels on n'est pas du tout en conscience, en fait, peut-être des états émotionnels qu'on est en train de vivre. Tu sais, tu permets ? Oui, bien sûr. Tu sais que j'ai découvert... ça, on me l'avait pas dit pendant mes études de psychologie, que en fait, tu pouvais te dissocier à l'occasion d'un choc émotionnel positif. Ok. Pas forcément négatif. D'accord.
Le bonheur d'un accouchement peut créer une légère dissociation pendant quelques temps. Et normalement, l'amour va faire que la mère va re-rentrer dans son... voilà, mais par exemple, quand tu as un coup de foudre, si c'est très très violent, tu peux ne pas te rendre compte que tu as un coup de foudre parce que tu te dissocies immédiatement. C'est-à-dire qu'à l'instant où tu as le coup de foudre, c'est un truc qui est tellement violent et qui te sort tellement de ta zone de confort que tu peux totalement switcher, ne même pas calculer la personne et te rendre compte seulement, parce que forcément la réalité elle finit par te revenir dans la figure, plusieurs mois plus tard qu'en fait t'es tombé amoureux. Et ça, je trouve ça vachement intéressant parce que les gens qui se sont dissociés à cause de trauma, j'en parlais avec un patient il y a quelques semaines qui est réalisateur de cinéma, je lui disais, mais quand on a vécu les traumas que vous avez vécus, il est possible aussi qu'un événement positif fasse un effet traumatique et que vous vous dissociez d'un événement heureux et que vous vous rendiez pas compte que vous êtes en train de tomber amoureux, par exemple. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté dans leur relation affective parce qu'ils sont parfois tellement congelés qu'ils se rendent pas compte qu'ils aiment quelqu'un. D'accord. Mais cet état de dissociation, même s'il est a priori provoqué par quelque chose qui est plutôt positif, amène quand même dans un état où on va se couper d'une forme de réalité. Bah oui. Donc, est-ce qu'en ça, du coup, c'est positif ? Non, parce que si tu te coupes de la réalité, tu ne peux pas décider ce que t'en fais. C'est ça. Et tu vois, quand on met des enfants petits devant des écrans, on se rend pas compte qu'en mettant leur cerveau quasiment sous hypnose et en les coupant de leur corps, on en fait des lions en cage. Ah c'est sûr qu'ils sont tout de suite calmes, hein. Ils sont hypnotisés. Mais l'effet rebond, il est terrible. Parce que ils sont coupés de leurs 5 sens, ils savent plus s'ils ont faim, s'ils ont pas faim, s'ils ont sommeil, s'ils ont pas sommeil. Plus, je dirais que plus on est jeune, plus il faut faire attention à ne pas couper l'individu de ses perceptions corporelles, parce que, encore une fois, c'est son corps qui va lui permettre de s'adapter en temps réel. Si je ne sais pas décoder tes émotions sur ton visage, tu vas me faire peur. Si je te vois comme une menace, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais t'agresser. Et aujourd'hui, pourquoi dans les cours d'école, il y a de plus en plus d'agressivité ? Parce qu'il y a 5 ans, ces gamins, à l'âge où ils auraient dû socialiser pour apprendre à décoder des visages, ils voyaient que des adultes masqués. Donc moi, j'ai fait pleurer un bébé un jour à la crèche en enlevant mon masque parce qu'il a vu mon visage lui sourire et ça l'a effrayé. Donc aujourd'hui, c'est des enfants qui sont en difficulté de décodage du langage émotionnel, donc ils se sentent agressés et donc ils attaquent. Je dis pas que c'est le cas là pour Quentin, mais il y a cet élément. Pour pouvoir agir sur ces états de dissociation, on va dire d'incompétence, j'utilise ce mot, émotionnel. Aujourd'hui, au travers d'un travail thérapeutique, à ton avis, quels sont les bons outils qui permettent à l'enfant, à l'adulte, de reprendre contact avec son corps ? Nous, on essaye d'aider vraiment à ne pas intellectualiser dans ces cas-là et à amener la personne à justement pas faire des théories sur ce qu'il vit, parce que c'est des gens qui intellectualisent très, 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 très bien, qui vous analysent tout, et ils comprennent tout et ils sentent rien. Et moi, j'ai été comme ça. J'ai été ce petit robot qui comprenait tout et qui sentait rien avec ma mère. Et en fait, il faut tout le temps les ramener à... D'accord, et vous dites que vous ressentez rien, mais à votre avis, si vous ressentiez quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? Et puis tu les fais passer par des images. Est-ce qu'il y a une image qui est associée à cette situation ? Est-ce qu'il y a une odeur qui est associée à cette situation ? Et à votre avis, s'il se produisait ça, qu'est-ce que ça vous ferait ? Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Et on prend des exemples qui ne sont pas forcément réels et qui ne sont pas forcément trop forts pour que l'intensité émotionnelle ne soit pas effrayante et resensibiliser ou désensibiliser la personne à l'angoisse qu'il y a. Parce que parfois... ce qui angoisse les personnes dissociées, c'est pas l'émotion qu'ils vont découvrir, c'est le fait d'avoir des émotions. Le fait d'avoir des émotions, le fait d'avoir un monde interne génère une phobie. Donc il faut les sortir de la phobie de leur monde interne et leur dire mais il est beau, on peut circuler dedans, rien n'est dangereux, il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui font plaisir, mais rien n'est dangereux, vous n'êtes pas une émotion, il y a des émotions qui vous habitent. Et puis il faut les faire travailler sur leurs limites. Parce que plus la personne a le sentiment d'avoir des contours solides et un bon ancrage dans la réalité, et c'est là que le sport a aussi sa place, parce qu'il peut vraiment accompagner par l'engagement corporel la confiance en soi et la confiance dans ses limites. Moi, je dis toujours que c'est la natation qui m'a évité de prendre des antidépresseurs. Si c'est pas du sport à très haut niveau, où justement tu renforces un peu le côté très surmoïque, très idéalisé, ça aide la personne à se reconnecter en fait avec ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et à métaboliser son chagrin, à métaboliser
on sublime son chagrin dans la danse, par exemple, à avoir un lieu de traitement de ses émotions au lieu qu'elles se fossilisent et puis qu'un jour ça fasse un cancer. Donc proposer aux personnes de se reconnecter à leur sens, comme tu viens de l'indiquer, à leur imagination. Oui, puis leur prêter nos capacités d'association aussi. Et si vous rêviez, de quoi vous rêveriez ? Mais je rêve pas. Oui, mais si vous rêviez, et est-ce qu'on pourrait imaginer ? Et vous pouvez dire non, parce que là, c'est moi qui imagine. Et voilà, et en fait, on leur prête notre appareil à sentir, et puis au bout d'un moment, ils retrouvent le leur. Ok. Tu viens d'y faire référence. Tu m'as indiqué que le sport t'avait permis à toi de ne pas prendre d'antidépresseurs. Tu as parlé de la natation, de la danse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ces activités ? Oui, mais je crois que moi, je sublimais beaucoup d'angoisse dans toutes les peurs que je vivais au contact de ma mère et que j'arrivais pas à identifier quand j'étais petite. Je les larguais complètement pendant les cours de danse classique. Et donc, bien évidemment, ma mère m'a fait arrêter la danse classique puisque c'était insupportable d'avoir une fille qui était douée, a fortiori dans une discipline, même s'il y a beaucoup de danseurs hommes, qui est plutôt associée à la féminité, à la grâce, en tout cas plus que le football. Donc, elle m'a fait arrêter, et ce qui a été une énorme castration symbolique pour moi. D'ailleurs, elle m'a jeté mes ballerines la veille d'un concours, elle m'a coupé les cheveux très courts alors que j'avais des chignons. Et je me suis réfugiée dans la natation, je pense, parce que mon inconscient s'est dit la natation, c'est moins connoté, c'est plus neutre, c'est plus androgyne, donc elle va pas venir me chercher dans ce truc-là. Et puis je crois que l'eau, c'est vraiment le monde intra-utérin, et donc je récupérais une sécurité de l'enfant en étant sous l'eau. Je dis toujours qu'il y a que sous l'eau que je respire. C'est-à-dire quand je suis sous l'eau, je respire super bien, c'est hyper fluide. Alors que quand je suis pas sous l'eau, j'ai tendance à me bloquer mon diaphragme et à devoir conscientiser qu'il faut que je respire. C'est vrai ? D'accord. Comme beaucoup d'Occidentaux quand même. Beaucoup de Parisiens en tout cas. Donc voilà, et la natation, j'en ai fait énormément. Et c'est vrai que je me sentais immunisée. Je pense que toutes les endorphines, la sérotonine que je sécrétais dans le bassin faisaient qu'après, je me sentais capable de tout affronter. J'avais beaucoup plus confiance en moi. Finalement, si un jeune peut s'investir dans un sport et que ça lui permet, que ce soit suffisant, parfois ça ne l'est pas, pour éviter de prendre des anxiolytiques, c'est génial. Oui, alors que tu viens de le dire, le sport à lui seul ne va pas permettre à la personne, bien évidemment, de trouver toutes les réponses. Non. C'est quoi l'idéal, si l'idéal existe, en termes d'accompagnement ? Je crois que c'est d'avoir une approche toujours holistique de la personne. Tu vois, nous, en psychosomatique, on sait que la porte d'entrée de l'inconscient, c'est le corps, mais quand tu as une approche qui n'est que intellectuelle, tu renforces la dissociation. Quand tu as une approche qui n'est que corporelle, tu ne permets pas forcément à la personne d'élaborer, de mettre des mots sur ce qu'elle vit et donc de le transformer en histoire et en souvenir. Moi, j'ai eu besoin des mots pour transformer des traumas en simples souvenirs désagréables, mais souvenirs. Ce qui n'est pas pareil qu'un trauma qui te réactive et qui te remet dans une boucle où tu vas éviter des situations pour ne pas être confronté à l'angoisse. Je crois que c'est une double, voire une triple approche. Il y a la dimension psychique, il y a la dimension corporelle et puis il y a la dimension spirituelle, de se relier à ce qui a du sens pour nous, de se relier. La meilleure résilience, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'ai pas choisi et de ce que j'ai subi. Et donc il y a aussi cette dimension spirituelle de l'être humain qui n'est pas forcément l'adhésion à un dogme religieux. Je distingue la religion de la spiritualité, mais l'idée qu'il n'est pas le centre de tout et qu'il y a des choses qui le dépassent, c'est aussi quelque chose qui apaise en fait énormément. Donc moi, j'invite les gens qui croient à s'appuyer sur leur foi comme ressource. Et d'ailleurs, moi, j'ai la foi. Et quand j'étais petite, la prière me permettait de ne pas devenir complètement barge dans cet environnement qui ressemblait à un hôpital psychiatrique, quoi. Si tu le permets, j'aimerais revenir sur deux choses que tu viens d'évoquer, les souvenirs et les traumas. Oui. Chaque fois qu'on fait appel à un souvenir, a priori, on l'actualise à partir de la personne qu'on est aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire quand on fait appel à un souvenir lié à un traumatisme, de la même manière, ce souvenir, donc ce traumatisme, on peut le percevoir différemment ? Alors, tant que c'est un trauma, c'est pas un souvenir. Le souvenir, il est labile, il n'y a pas deux souvenirs qui se ressemblent, puisque quand tu te rappelles, je sais pas, moi, par exemple, du mariage de ta grande sœur, quand tu avais 14 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans, tu vas pas t'en souvenir exactement de la même manière. Tu as peut-être des détails qui vont persister, mais comme tu dis, ce que je suis devenue actualise ma mémoire en permanence. Il y a des interactions entre mon passé et des boucles
neuronale entre mon passé et ma bibliothèque de souvenirs et mon sentiment d'identité au présent. Le trauma, c'est l'impossibilité d'un souvenir. C'est-à-dire que tant que tu es dans le trauma et que tu as des reviviscences traumatiques, que tu revois ton agresseur qui se jette sur toi, que tu as un blackout, que quelque chose devient flou, c'est que ça n'a pas pu passer dans la mémoire autobiographique. Et donc l'enjeu de la thérapie, parfois en s'aidant avec de l'EMDR pour que les images soient moins violentes, c'est que le trauma devienne un mauvais souvenir. Si le trauma peut devenir un mauvais souvenir, il peut s'inscrire dans une histoire. Et donc moi, dans l'antimère, je raconte de manière chronologique les mauvais souvenirs. Donc c'est désactivé comme trauma. Tant que c'est un trauma, ça va me... Tant que j'étais traumatisée par le fait que ma mère m'ait quasiment rasé la tête. J'avais une phobie des coiffeurs. Aujourd'hui, mais je kiffe d'aller chez le coiffeur parce que je me repose. Tu vois ? Donc, tant que c'était un trauma, il y avait un symptôme, il y avait une phobie. Maintenant que c'est juste, non mais, il faut être complètement déviante pour raser la tête d'une gamine de 12 ans et jouir de tuer sa féminité, eh ben c'est ok, j'ai plus peur ni de me couper les cheveux, ni de me coiffer, ni de prendre le temps de me brosser les cheveux, alors qu'il y avait un évitement de cette partie de mon corps total pendant très longtemps. Donc c'est la différence entre le trauma et le souvenir. Le souvenir, c'est de la pâte à modeler et tu l'as intégré à un récit. C'est un mauvais souvenir parmi d'autres souvenirs. D'accord. Il ne met pas en jeu ton identité. Tant que c'est du trauma, il fait effraction. Le temps se suspend et tu réagis dans une boucle traumatique à la situation. Et de quelle manière tu fais le lien aux émotions dans ce travail, s'il y a un lien ? Tu accompagnes la personne sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous à cet instant, qu'est-ce qui se passe quand vous vous reconfrontez au visage de l'agresseur. Ok, vous avez de la tachycardie, ok, on arrête, et puis on retourne dans des parties de la situation, et petit à petit, la personne, elle désamorce la grenade que toutes ces émotions comprimées étaient en train de créer à l'intérieur d'elle-même et qui faisait de l'angoisse. Et puis, tu vas sortir... Ok, vous êtes en colère et c'est normal. Vous savez que c'est normal d'être en colère. Et qu'est-ce qu'elle vous donne envie de faire, cette colère ? Ok, elle vous donne envie d'aller le tuer. C'est ok, tu valides. En fait, c'est hyper important d'authentifier la réalité de la personne traumatisée, de ne pas lui dire « c'est pas grave, bon, mais c'était il y a longtemps, passe à autre chose ». En fait, il n'y a pas de « c'était il y a longtemps » pour un trauma, parce que le trauma, il arrête le temps, il fait effraction. Donc, toi, tu peux avoir 45 ans et avoir 5 ans sur un truc, parce que le trauma a figé ta psyché à ce moment-là. Donc même si tu as 45 ans, quand tu vois un mec qui ressemble à celui qui t'a abusé quand tu avais 5 ans, tu as toujours 5 ans, tu es dans le même état de terreur. Voilà. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils sont pas traumatisés. C'est « ça va, mon père m'a dit tellement de fois, mais c'est bon, c'était il y a longtemps, passe un coup d'essuie-glace ». Et en fait, j'étais dans mes boucles traumatiques, donc c'était impossible pour moi. Si je peux me permettre, quand on parle de trauma, tout ce qui concerne les attouchements et les viols, est-ce qu'on peut être dans la même démarche de faux souvenirs ou de mauvais souvenirs ? C'est beaucoup plus difficile de guérir d'un abus sexuel quand on était mineur que d'un viol une fois adulte, quand tu as déjà une conscience de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, quand tu as déjà eu une sexualité adulte et que c'est pas ta première confrontation à la sexualité. Et évidemment, il y a plus de ressources chez un adulte. Ça veut pas dire que c'est pas un trauma. Ça veut dire que nous, en tant que thérapeute, on sait qu'on a plus de clés pour le guérir. Tous les abus sexuels qui concernent des enfants, mais même toutes les humiliations, les carences affectives graves sur des bébés, c'est des choses qui sont d'autant plus difficiles à soigner qu'elles vont concerner des périodes où le langage n'est pas très élaboré. Et tu sais que l'inscription mnésique d'un souvenir, elle est dépendante... On a des souvenirs à partir du moment où on parle. Donc il y a des gens qui ont des souvenirs à partir de 3 ans parce qu'à partir de 3 ans, ils maîtrisaient déjà bien le langage. Un adulte ne peut pas souvenir que quand il était bébé, sa mère le laissait tout seul, pas changé, hurlant de douleur. Il s'en souvient pas, mais son corps s'en souvient. Oui. Et donc, parfois, on doit repasser par les cellules qui hurlent. Je dis toujours, l'âme murmure jusqu'à ce que le corps crie. On doit repasser par le corps pour essayer de faire l'hypothèse sur qu'est-ce qui s'est passé dans les interactions précoces. Est-ce que votre mère ou votre père était... indisponible parce qu'il vivait un deuil et donc vous vous êtes confronté à une indifférence qui n'était pas liée à vous, qui était liée à sa souffrance psychique. Voilà, il faut aller essayer de retrouver, là je parle pas d'abus sexuels, mais il faut essayer de retrouver dans les premières périodes de la vie, dans quel environnement baignait l'enfant, et c'est ça qui est pas évident parce qu'il n'y a pas le langage.
peux te remettre d'un abus sexuel dans l'enfance, mais je souhaite plutôt que tu n'aies pas besoin de t'en remettre, parce que c'est quand même très très long et c'est très difficile. Je vois bien mes victimes d'inceste, elles mettent quand même des années à se sentir à nouveau fonctionner normalement dans le monde des vivants, en fait. Ça crée une vitre. Et tu as l'impression de vivre derrière une vitre avec des gens qui comprennent pas la chance qu'ils ont d'être dans la banalité et la normalité des choses, en fait. Ce phénomène, celui des attouchements ou des viols, je le vois au travers des formations. Notamment depuis un an, les personnes en parlent de plus en plus facilement, parce qu'elles sont peut-être dans un cadre sécurisé, et puis j'ai l'impression que les langues se délient de la même manière. C'est pour ça que je t'ai posé cette question, parce que la vraie question, c'est ça, c'est comment tirer à un moment donné, je vais arriver à guérir de ça, quoi. Alors, tu viens d'indiquer en passant par le corps, bien évidemment. Ouais, il y a la psychothérapie, il y a, je pense aussi, les liens affectifs solides qu'on arrive quand même parfois à créer avec un amoureux, avec des amis, avec nos enfants quand on en a. En fait, c'est aussi le bon qu'on va réussir à se mettre en place qui va venir nourrir la partie blessée, abîmée, nous servir de ressource pour avancer. Donc il y a beaucoup les relations affectives. Tout le problème des abus sexuels, c'est qu'en général, ils ont tellement détruit l'estime de soi et la confiance qu'on peut avoir dans l'autre, que ça continue d'agir des années après en empêchant la personne d'établir des liens affectifs stables. Donc tout l'enjeu, c'est aussi de rassurer le patient ou la patiente sur les relations qu'il vit actuellement pour qu'il arrive à approfondir des liens affectifs satisfaisants et du coup que cette capacité à avoir une vie affective satisfaisante lui donne aussi l'énergie pour aller travailler sur les traumas. Je t'avais proposé de faire le lien entre les liens d'attachement et les blessures. Tu vois, typiquement, la blessure de rejet, c'est très souvent père-fils ou mère-fille. Et évidemment qu'elle favorise un attachement de type plutôt évitant, en général. C'est-à-dire que la personne qui a la blessure de rejet, elle veut pas trop qu'on l'aime. Elle va rejeter par anticipation. La personne qui a plutôt la blessure d'abandon peut avoir un attachement très anxieux. Elle a besoin d'être rassurée, voire elle va recréer des situations où elle pousse les gens à l'abandonner pour être rassurée sur le fait qu'ils vont pas l'abandonner. Donc effectivement, il y a des liens à faire. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les personnes qui ont une blessure forte de trahison sont souvent très très contrôlantes et ont du mal à montrer leur vulnérabilité, évidemment, et à s'inscrire dans un attachement sécure. Donc elles peuvent être assez distantes. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Estelle. Merci Thierry. Pour ce podcast. Donc j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, bien évidemment, à lire ces 2 ouvrages, mais pas que, il y en a plusieurs. Et on te retrouvera très bientôt, peut-être sur un autre podcast. Avec plaisir. Merci à toi.